Donc, comme je vous le disais, je suis formatrice depuis 7 ans maintenant, après un parcours dans le commerce. Et donc, j'ai commencé la formation avec des jeunes en contrat pro dans la grande distribution. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à replonger dans mes premiers amours, parce que j'ai un parcours scientifique au départ au lycée. Et mes premiers amours, c'était le cerveau. J'adore, je suis passionnée en fait par les neurosciences. Et, et du coup, je vous avais contacté pour mes enfants. Ok. Et j'ai commencé en fait à me former sur comment on transmet aux autres. En tant que formatrice, c'était plutôt intéressant à savoir comment les étudiants que j'avais en face de moi en fait encaissaient et enregistraient les choses que je voulais leur transmettre. Donc, j'ai commencé par ça, avec les intelligences multiples. Et après, on a commencé à toucher aux émotions par cette formation-là. Et là, voilà, c'est un petit peu comme tout. Hein, quand on commence, on met le doigt dans l'engrenage. Et après, c'était parti. En fait, j'ai vraiment voulu explorer. Ça m'a permis déjà, moi, de mieux me comprendre, de mieux comprendre les interactions avec les autres aussi. Parce que quand j'avais à peu près mon mode d'emploi, ben, c'était plus facile de comprendre celui des autres aussi. Et puis, bah, j'ai continué à me former encore et encore parce que ça me passionne vraiment. Et donc là, les dernières formations que j'ai suivies sont celles de l'Académie Elert, qui est une académie allemande qui existe depuis plus de 20 ans et qui est arrivée en France il y a 3 ans maintenant. Et du coup, ben, voilà, j'ai fait tous les modules jusqu'à maintenant. C'est juste passionnant. Donc, le premier module, c'était celui de la reconnaissance en fait, des émotions sur le visage. Je vais vous expliquer pourquoi après, il y a un lien entre les émotions et les micro-expressions. Donc ça, la deuxième, c'était la résilience, en fait, la capacité de résilience. Donc, notre capacité à nous recharger en toute autonomie et à se sentir bien dans ses baskets, en fait, et être capable de rebondir plus vite. Et la dernière formation que j'ai faite, je crois que c'est ma préférée, celle-là, sur le déblocage et la libération émotionnelle suite à des chocs ou des traumas ou des choses comme ça. Donc voilà, mais ça, je vous en reparlerai juste après. Donc aujourd'hui, principalement, je forme à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc soit en entreprise, soit auprès de particuliers en fait qui ont simplement envie de se sentir bien dans leur basket. Donc je mixe souvent des programmes en fait où je mélange de la psychoéducation parce que je trouve ça hyper important de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir mieux réagir. Donc de la psychoéducation et puis après du travail en profondeur en fait en individuel avec des déblocages émotionnels ou des choses comme ça. Donc voilà. Alors, je vous annonce un petit peu le programme pour ce soir, ça vous va? C'est parti? Alors, on va rester ensemble à peu près 3/4 d'heure, je dirais, là, jusqu'à 22 heures, hein, parce que là, c'est lundi. Aujourd'hui, on commence la semaine. On ne va pas se coucher trop tard, hein, parce que sinon, on va être décalqué toute la semaine après. Donc, je vais parler aujourd'hui de comment fonctionnent les émotions. On va vraiment parler de neurosciences, mais hyper simplifié, accessible à tous, vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en neurosciences. Je n'ai pas le mien encore, donc voilà. Donc, je vais expliquer les choses simplement. À nouveau, en fait, l'idée, c'est simplement que vous sachiez comment ça marche. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il avait vraiment été frappant chez moi quand j'ai appris à conduire. Je n'ai réussi à passer les vitesses correctement que quand on m'a expliqué à quoi servait ce fichu embrayage. Parce qu'avant que je le sache, je ne comprenais pas en fait pourquoi il fallait que j'appuie sur une pédale ou sur l'autre. On m'avait bien dit accélérateur et embrayage. Mais tant qu'on ne m'a pas expliqué ce qui se passait quand j'appuyais sur l'embrayage, c'était incompréhensible pour moi. Et en fait, pour les émotions, c'est la même chose. Quand on n'a pas les mécanismes, les clés, ben, c'est plus compliqué en fait de se réguler, de savoir nommer, etc. Puisque on n'a pas les tenants et les aboutissants. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés. Et puis comme ça, après, roule ma poule, vous êtes en toute autonomie. OK ? Il y a du monde, je suis obligée de switcher sur 2 écrans, dis donc. C'est trop cool. OK, trop bien. Tout le monde est là? OK.
C'est parti. Thomas qui dit c'est parti, trop bien, tout le monde est à fond. Donc, on va parler d'émotions. Je vais vous parler du cerveau en utilisant ma main beaucoup, ce que j'aime bien. Ah, j'ai juste une autre personne qui me dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Je lui donne le lien. Hop, le voilà. Excuse. Hop, voilà. On a Arnaud qui essaie de nous rejoindre, mais qui n'y arrive pas. T'es toujours là? Ok, vive le copier-coller, ça va vite. Ok, donc on va parler des émotions. Je vous explique un petit peu avec ma main donc, au niveau neurosciences, en fait, comment ça se passe dans le cerveau pour les émotions. Et puis après, on ira faire un tour justement des émotions les plus communes. Et puis, je vous ferai un petit quiz. En fait, on va voir où est-ce que vous en êtes dans vos connaissances en fait, sur les émotions. Ok ? Bon, il n'y aura pas de mauvaises notes. Personne n'ira au coin. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. OK ? Alors, j'attends juste qu'Arnaud se connecte du coup. Et comme ça, je lance la machine pour tout le monde. C'est OK pour vous ? Alors, surtout, au fur et à mesure, si vous avez des questions ou que vous ne comprenez pas quelque chose, etc., interagissez tout de suite. Soit vous posez la question dans le chat, soit vous ouvrez votre micro et c'est OK. Hein, on est là vraiment pour échanger. Ça marche dans les deux sens. Donc, tout va bien. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. OK, Mona, c'est bon. Marie-Lou, c'est bon. Bon, Arnaud n'arrive pas. Je vais commencer du coup. OK. Je vais commencer, puis il va vouloir... OK. Pour vous expliquer comment fonctionne le cerveau, je vais utiliser ma main, parce que ce sera plus facile pour vous de comprendre. Alors, je la prends comme ça. Ici, là, sur le dessus, on a ce qu'on appelle le cortex. Vous savez, la noix qui est souvent représentée, là. Donc, le cortex ici. Et là, devant, là, vous avez ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc, le cortex préfrontal, c'est lui qui va organiser les choses, réfléchir, faire des stratégies, etc. Et qui va réguler vos émotions. C'est lui qui est responsable de la régulation. D'accord ? Donc, il a un grand rôle à jouer, en fait, dans votre gestion des émotions. OK ? Si je soulève le cortex, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le système limbique, donc le cerveau émotionnel. Et donc, c'est lui, en fait, qui va déclencher les émotions en fonction de certains stimuli, en fait. Donc, va déclencher les émotions et qui va aussi traiter les informations et les ranger par la suite. OK ? Donc, au bout du système limbique, on a ce qu'on appelle l'amygdale. Donc, ce n'est pas celle-là, hein, mais il s'en a une autre là, qui est ici. Et quand il y a une émotion qui monte, l'amygdale se met en route, comme ça. Elle envoie des signaux pour dire qu'il y a une émotion qui est là, peu importe laquelle c'est, en fait, tout se passe ici. Et l'amygdale est directement reliée au muscle du visage, direct. Donc, ça veut dire que peu importe l'émotion qui est là, même si vous essayez de bloquer, l'amygdale, elle va quand même montrer des micro-expressions. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, d'avoir des notions de non-verbal pour pouvoir comprendre l'autre et ses réactions, en fait, quand vous interagissez avec lui. OK ? Donc, l'amygdale est ici et donc envoie les messages. Et donc, après, ça se voit sur le visage. Ah, on a Gaëlle qui veut entrer. Bonsoir, Gaëlle. Ça va jusqu'ici ? Donc, je reprends le cortex ici, cortex préfrontal. Je soulève là. On a le cerveau émotionnel avec l'amygdale au bout qui envoie les messages et qui fait bouger en fait les muscles du visage. Juste derrière, on a ce qu'on appelle l'hippocampe. Donc, l'hippocampe, son rôle, c'est de ranger les souvenirs. Une fois que les émotions, elles ont été traitées, qu'elles ont été régulées. Est-ce que vous avez vu le dessin animé Vice Versa ? Alors, oui, pour certains. Je vous le conseille vraiment. Hein. Donc, dans le dessin animé, on voit en fait que les souvenirs sont des petites boules en fait qui sont rangées ensuite dans le cerveau. Je vous le conseille vraiment de regarder en fait ce dessin animé-là avec les enfants. Du coup, c'est génial parce que ça passe vraiment très très bien. Mais pour les adultes, ça passe bien aussi.
On a vraiment cet univers en fait de la gestion émotionnelle et puis du rangement en fait des émotions après dans le cerveau. Donc on a donc l'hippocampe ici et ensuite là derrière là on a ce qu'on appelle le tronc cérébral, voilà, qui ensuite est relié grâce au nerf vagal qui descend tout le long, qui est relié au cœur, aux poumons et qui descend jusqu'aux intestins. D'accord ? Donc, on voit un petit peu les sensibilités. Si on parle de gestion émotionnelle, on voit bien tout ce que ça peut toucher après derrière quand ça redescend. Et on peut se dire aussi, je sais que certains d'entre vous s'y intéressent, mais si on s'intéresse notamment au microbiote, en fait, au niveau des intestins, il y a forcément un lien qui peut se faire après avec la gestion émotionnelle, en fait. Tout est connecté. Hein. On ne peut pas séparer ce qu'on vit émotionnellement et après ce qui se passe dans le corps, c'est vraiment complètement lié. OK ? Ça va jusqu'ici ? C'est clair pour vous ? OK, j'aime bien ce schéma avec la main, il est plutôt simple à comprendre. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Admettons, vous allez faire vos courses, donc vous êtes organisé, vous avez votre petite liste, etc. Vous êtes concentré dans ce que vous êtes en train de faire. Et tout à coup, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs samedi, vous croisez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous vous arrêtez, vous êtes heureuse de voir la personne. Alors, si c'est quelqu'un que vous appréciez, hein, vous pouvez aussi faire semblant de ne pas la voir, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, donc vous êtes heureux ou heureuse en fait de voir la personne que vous rencontrez et vous arrêtez en fait de faire vos courses. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous étiez en train de organiser, réfléchir, etc. Une émotion monte, ok. Donc elle fait se soulever un petit peu le cortex préfrontal, il décroche un peu de sa mission première. Mais jusqu'ici, tout va bien puisque c'est une émotion qui est vive mais qui ne vous emporte pas, d'accord ? En fait, le plus difficile, c'est que le cortex et l'amygdale, ils se bataillent la même source d'énergie. OK ? Donc, si le cortex est hyper fort, il peut étouffer l'amygdale et on ne ressent plus rien. D'accord ? On est juste dans notre tête et on ne ressent plus rien. Et à l'inverse, si l'amygdale prend toute l'énergie, prend toute la place, pouf, le cortex saute. Et là, il n'y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire que vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas, faire des choses que vous pensiez ne jamais faire, etc. Vous ne réfléchissez plus. Ça vous parle un peu ? Hein ? Oui, ça nous arrive hein, tous des fois. C'est comme ça. Et c'est justement parce qu'il y a une guéguerre en fait entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Ils se bagarrent. Monica dit souvent. Ouais. Ça nous arrive à tous. Hein. La régulation émotionnelle, c'est pas simple quand on n'a pas les clés. Après, ça va tout seul. Ce qui explique les différentes façons de vivre les émotions chez les personnes. Alors oui, parce que après, on n'a pas tous le même potentiel de régulation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se régulent très bien et d'autres moins. Alors ça peut être pour plein de choses. Hein. On apprend à réguler nos émotions déjà en tant qu'enfant. Et ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il peut y avoir des émotions qui sont dysfonctionnelles parfois. J'accueille juste la personne qui vient d'arriver. Donc, il peut y avoir des émotions qui sont dysfonctionnelles parfois. J'ai eu par exemple en séance individuelle une personne dont l'émotion la plus présente dans son quotidien était la colère. Et en fait, la moindre petite chose la mettait en colère. Donc, il y avait de la colère comme ça en permanence, qui n'était pas cohérente en fait par rapport à ce qui se passait. Et c'est simplement qu'il y a justement un souvenir qui était mal rangé, avec une émotion bloquée. Et du coup, c'est la colère qui ressortait en fait à chaque fois. Donc, c'est ce qu'on appelle une dysfonction en fait. Hein. Et effectivement, ça peut jouer des tours parce que les personnes en face ne comprennent pas pourquoi la réaction est si vive alors que c'est un événement qui nous paraît tout petit. Donc, ça peut s'expliquer un petit peu comme ça. Donc, soit c'est notre potentiel de régulation au départ, on n'a pas tous le même, malheureusement, c'est comme ça. Soit après, ça peut être une émotion qui est dysfonctionnelle. Ça va, c'est clair, Thomas ? Ok, cool. Alors, super, merci. Donc, je me replace dans mon petit supermarché, je suis en train de faire mes courses, je croise une personne que j'apprécie, donc hop, le cortex se soulève un petit peu,
je discute avec elle, etc. Donc, rien qu'en discutant, en fait, déjà, le cortex, je lui donne du travail, puisque je réfléchis, on parle de souvenirs, de choses comme ça. Donc, le cortex reprend le dessus. L'émotion se calme à l'intérieur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'événement qui vient de se produire, donc on peut représenter ça comme un livre qui raconterait l'histoire, en fait, de ce qui vient de se passer. Donc, le livre est neutre, la couverture est neutre. Donc, ça veut dire que l'hippocampe va pouvoir faire son travail et ranger ce livre-là dans le reste de la bibliothèque où on a déjà tous nos souvenirs. OK? Ça va? Donc, quand ça se passe comme ça, tout va bien. La régulation est faite, c'est OK. Ça va? Il peut y avoir d'autres événements qui font que eh bien, le livre ne peut pas se ranger correctement. Alors, je vous donnerai 2 métaphores différentes. Admettons, si on prend un petit accident de voiture, pas forcément un très gros, mais un accident de voiture où voilà, vous avez la peur qui est montée, vous n'êtes pas blessé ni rien, mais le choc a été assez violent. Et maintenant, quand vous retournez en voiture, vous avez la peur qui se redéclenche dès qu'il y a une voiture qui s'approche un peu trop près. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, donc je reviens sur ma petite métaphore. Donc, à ce moment-là, le cortex saute. L'émotion qui est présente, c'est la peur, d'accord? Et donc, la peur, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas régulée correctement, parce qu'après, vous imaginez bien, quand on vient d'avoir un accident de voiture, on doit gérer le constat, le machin, le truc, mais on n'est pas du tout dans je me calme, je respire, je fais en sorte de réguler, pas du tout. Hein, on n'est pas dans la régulation d'émotions. Hein, donc, elle passe un petit peu à la trappe et l'événement reste comme ça un petit peu en suspens. Et ce qui se passe, c'est que cette peur-là qui s'est déclenchée, donc même si le cortex, après, il reprend le dessus, cette émotion-là, elle n'a pas été gérée. Et si je reprends la métaphore avec le livre, eh bien, c'est comme si vous mettiez une grosse boule de pâte à modeler comme ça sur la couverture. OK? Vous imaginez? Donc vraiment, elle prend de la place et du coup, on ne peut pas ranger le livre avec les autres. L'hippocampe, il ne peut pas faire son travail là, ce n'est pas possible. Parce que l'émotion, elle est trop vive. OK? Puis elle n'a pas été régulée. Ça va? Et c'est là qu'on parle de blocage émotionnel. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une situation un tout petit peu similaire, le cerveau va se dire « attention ». Et du coup, il va redéclencher la peur alors parfois à la même intensité et des fois encore plus que ce que vous avez ressenti au moment de l'accident. OK? Ça va? OK. Je fais une petite parenthèse. J'en avais parlé, alors je ne sais plus qui m'a dit tout à l'heure, qui m'avait entendu, je crois que c'est Béatrice, je ne sais plus, qui me disait qu'il m'avait entendu lors du sommet de la science des émotions au mois de janvier. J'ai eu, moi, ce qu'on appelle une amnésie traumatique, c'est-à-dire que j'ai eu un trauma quand j'étais petite, à l'âge de 3 ans. Et quand c'est une émotion qui est bien trop forte, le cerveau se dit « oh là là, ça, elle ne peut pas gérer ». Donc, je prends le livre avec là où les émotions collées dessus, parce qu'il peut y en avoir plusieurs hein, collées sur le même événement. Là où les émotions collées dessus, je prends le livre et je le mets dans un coffre-fort et je ferme. Et après, ça n'est ouvert qu'à un autre moment dans la vie. Parfois, quand il y a des chamboulements, moi, ça s'est rouvert quand je me suis séparée du papa de mon fils et que j'ai changé de travail. Donc, il y a eu un switch pro et perso qui a été très fort. Et en plus, on m'a fait faire le lien pendant la conférence. Je n'avais pas fait attention, mais c'était... mon fils avait l'âge que j'avais quand moi, ça m'est arrivé. Donc, ça a redéclenché, en fait, chez moi. Donc, j'ai eu des images qui sont venues et je me suis fait accompagner, en fait, pour faire ressortir ce souvenir-là du coffre-fort. Et oui, alors, la problématique, je vais vous montrer un petit peu le schéma qui est derrière. Je vous dis pas tout parce que vu qu'on va se voir toute la semaine, j'aurai plein de choses à vous raconter encore. Ce qui se passe quand il y a une émotion qui monte, une émotion désagréable qui monte. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a
pas d'émotions positives ou négatives. Il y a des émotions agréables ou désagréables. Il n'y a pas de négatif ou positif. Si on se dit que la colère, c'est une émotion négative, on va se refuser de la ressentir alors qu'on en a besoin. Il n'y a pas de négatif ou de positif. Agréable ou désagréable. Okay, gardez-le bien en tête parce que ça change vraiment la donne après. Donc là, si je reprends la peur pour l'accident, j'enlève ma petite plante. Vous voyez un peu le schéma? Vous voyez les 4 couleurs en tout cas, hein? C'est ça? Oui. Tout le monde a eu des chocs émotionnels, cela fait partie de la vie. Gaëlle. Oui, effectivement, ça fait partie de la vie. Alors, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est juste ça, en fait. Évidemment qu'on ne peut pas être épargné, la vie, elle est comme ça. Elle est faite d'aléas. Et même si on s'entraîne à être plus fort, plus résilient, plus fort psychologiquement, hein, je veux dire, hein, plus résilient et qu'on travaille notre capacité de rebond, ça ne nous empêche pas d'avoir des tuiles, hein, ça c'est clair et net. Hein. Après, l'histoire, c'est qu'est-ce que j'en fais et quelle place je lui laisse en fait. C'est surtout ça. Quel impact je laisse, avoir à ce choc. C'est ça. Donc là, je disais, le petit accident de voiture, ça va aller toucher en fait le système bleu qui est là en bas, qui s'appelle ordre et stabilité. En fait, il y a une couleur par système. Et derrière ces systèmes-là, ce sont nos besoins fondamentaux en tant que personne. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est un peu ça, mais en plus précis en fait. OK ? Donc voilà. Exact, me dit Gaël. Yes, on est sur la même longueur d'onde, c'est cool. Donc là, c'est le système bleu qui est touché, qui s'appelle ordre et stabilité. C'est celui de base, en fait. Si celui-là est touché ou impacté, peu importe, aucun des autres systèmes ne peut être stable. Ce n'est pas possible. C'est le premier, c'est celui de base. On a besoin de se sentir en sécurité. OK. Donc là, si celui-ci est touché, forcément, ça va déstabiliser tous les autres. Ça va ? Alors, je ne sais plus où j'en étais. J'ai parlé de l'amnésie. Oui, je voulais juste revenir là-dessus. La problématique, quand on vit une amnésie traumatique, c'est que l'événement a bien eu lieu, les systèmes ont été blessés, puisque les émotions sont montées, se sont collées en fait sur le livre, mais on n'a pas conscience des systèmes qui sont blessés. Ils sont blessés, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est le plus difficile, puisqu'on sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on est incapable de dire ce que c'est. Et ça peut être problématique, effectivement. Bon, après, le cerveau est bien fait. Quand on commence à creuser, en général, il laisse les portes s'ouvrir au fur et à mesure et il nous laisse gérer les choses. Mais c'est souvent la question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais si on ne sait pas, en fait, pour l'instant, on ne sait pas. Mais les portes, elles finiront par s'ouvrir de toute façon. Ok, ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des choses des questions qui vous sont propres, des choses qui vous font... Alors, est-ce qu'on peut nommer les 4 coins du carré sans détailler? Oui, Audrey, alors, dans le système bleu, c'est donc ordre et stabilité, c'est le besoin de sécurité. Le système rouge au-dessus, c'est notre besoin d'exister en tant qu'individu. Donc, il s'appelle s'imposer et influence. Alors, au départ, c'est de l'allemand, donc ça a été traduit un peu bizarrement, mais voilà. Donc, ça, il s'appelle s'imposer et influence. Donc, c'est notre besoin, en fait, d'exister en tant que personne. Ensuite, le jaune, c'est notre besoin de légèreté. Et tu mets la créativité, etc. dedans. On a tous besoin de ça, de légèreté et d'inspiration. Et le vert en bas, c'est le besoin d'avoir un lien avec les autres, avec le sentiment d'appartenance, etc. Ok, je vous le fais en rapide, hein, c'est plus précis que ça. Je t'en prie, avec plaisir, Audrey. Ok, ça va? Ok. Alors, je vous ai parlé de ça. De ça. On est pas mal. Hein. Vous avez d'autres questions par rapport au fonctionnement du cerveau? Est-ce que vous avez compris pour la régulation?
Alors, du coup, je vous donne quelques astuces pour réguler quand il y a une émotion qui monte comme ça. Je vous donne la plus simple, parce que vous en avez sûrement entendu parler souvent, c'est la cohérence cardiaque ou la résonance cardiaque. Vous avez entendu parler de ça, ça vous parle? Ouais. Donc, simplement respirer en cohérence, mais souvent, on ne nous explique pas pourquoi. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, oh, mais si on l'avait dit tout de suite, ça aurait été plus simple. Parce que souvent, quand j'ai commencé on a encore des gens qui arrivent. Quand j'ai commencé à transmettre sur la gestion des émotions, je parlais de cohérence cardiaque, donc je savais que ça faisait du bien parce que je pratiquais, mais je ne savais pas vraiment ce qui se passait en fait physiquement et qui donnait ce résultat-là. J'en avais aucune idée. Et je vous ai donné un indice tout à l'heure quand je vous ai expliqué en fait que on avait donc le système émotionnel, l'hippocampe, le tronc cérébral et ensuite le nerf vagal qui descendait tout le long. C'est grâce au nerf vagal en fait que la régulation va se faire, puisque quand vous allez respirer, donc on respire sur 10 secondes, d'accord? Donc j'inspire sur 4 et je souffle sur 6. En général, on peut faire 5-5, mais souffler plus longtemps qu'on inspire, ça détend plus. Donc, ce qui se passe quand vous respirez comme ça en cohérence, donc vous ralentissez votre rythme respiratoire. Donc là, on revient sur le nerf vagal. Hein. Vous ralentissez le rythme des poumons. Vous ralentissez le rythme du cœur. OK ? Et du coup, vu que le nerf vagal, il passe à côté de tout ça, il envoie le message au cerveau, il lui dit « tout va bien ». Et hop, ça se régule. C'est juste ça qui se passe en fait, c'est physique. Quand vous calmez ça, en fait, le message qui est envoyé, c'est « tout va bien ». Voilà, donc respirez, juste ça. Et plus vous le faites régulièrement, et plus ce sera facile pour vous de vous réguler. Ça, j'en reparlerai dans la semaine. On parlera des autoroutes neuronales et de créer des habitudes. Plus vous le faites souvent, et plus votre cerveau il va accéder facilement à cette ressource-là, qui est la régulation. Puisque vous allez créer une autoroute. Mais j'en dirai pas plus, parce que si je parle, là, maintenant, on en a jusqu'à minuit et demi, je vous le dis. Hein. Juste ce geste et respirer. Ok, geste. Non, alors ça, le geste, c'est juste moi pour expliquer, mais juste. Mais Gaëlle, tu peux le faire quand même, hein, je me permets de tutoyer. Hein. Tu peux le faire quand même, c'est ok. Mais la respiration en cohérence, en fait, alors je peux vous envoyer un lien. Je pourrais vous le faire par mail. Je vous enverrai un lien. C'est un lien sur YouTube où vous avez une petite bille qui monte pour inspirer et qui redescend pour souffler. Ok, donc vous suivez la bille. Quand on ne sait pas, on fait ça au départ et c'est très bien. Après, on peut fermer les yeux et juste avec le son, en fait, il y a 2 sons différents. On sait qu'il y a un son pour monter, un son pour descendre. Et quand vous respirez, l'idée, c'est de respirer comme les bébés par le ventre. Alors, ce n'est pas naturel du tout. J'ai fait encore l'expérience avec mon cousin là, il y a 2 jours où il me dit « Oh là là, je suis stressée ». Je dis « Écoute, essaie de respirer par le ventre. » Impossible, on n'a pas réussi. J'ai essayé 10 minutes et il n'arrivait pas à faire le switch. C'est-à-dire quand on souffle, on vide son ventre. On souffle, donc on s'appuie sur le ventre. Et quand on inspire, on gonfle le ventre. C'est inversé. Donc, ça veut dire que vos poumons ici se creusent et votre ventre, il se gonfle. D'accord ? Donc, ça demande un petit entraînement. Je vois qu'Imet qui se dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est inversé. Je t'ai vu. Qu'est-ce qu'elle dit ? J'essaie de le faire. Oui, c'est ça. C'est pas naturel au départ, mais entraînez-vous. Voilà. Entraînez-vous, ça vient et ça revient plus vite qu'on pense. Hein. Donc, tout va bien. Oui, Aline me dit qu'il y a une appli, il y a des applis aussi sur le téléphone, genre Petit Bambou, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein d'applis pour et des choses gratuites. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est que pour la cohérence cardiaque, tout est là en fait. Hein. C'est en vous, vous n'avez pas besoin d'outils ou de je sais pas quoi. Vous avez juste besoin de vous asseoir, vous ancrez bien vos pieds dans le sol, bien à plat, le dos bien droit, et vous inspirez et vous expirez tranquillement. Au départ, si c'est lors d'un moment de stress, ne fermez pas forcément les yeux. Gardez plutôt les yeux ouverts parce que le cerveau, ce petit malin, des fois, il peut en profiter pour vous envoyer des images qui ne sont pas rassurantes quand vous essayez de réguler. Donc, gardez les yeux ouverts, vous fixez un point et vous respirez tranquillement.
Et rien qu'avec ça, vous arriverez à réguler. Ok, je vous donnerai d'autres astuces encore dans la semaine pour la régulation. Ok, ça va là-dessus? C'est clair pour le fonctionnement du cerveau? Ouais. Donc, je vais vous expliquer du coup comment ça se passe quand on travaille sur des déblocages émotionnels. Je vous ai expliqué ce qui se passait quand il y a la pâte à modeler qui se colle comme ça sur la couverture. Donc, quand je fais des séances individuelles comme ça, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va définir ensemble l'événement où l'émotion s'est produite. Donc, je vous laisse. Alors, je vous donnerai le fonctionnement des séances plus tard, mais l'idée, c'est de définir l'événement, donc le livre. Donc, on définit bien les contours, le moment précis où l'émotion monte. Une fois qu'on a ça, on définit quelle émotion c'est ou quelles émotions ce sont, parce qu'il peut y avoir plusieurs émotions dessus. Et une fois qu'on les a nommées, on va mettre en route un processus qui nous permet d'évacuer complètement l'émotion qui est collée sur la couverture du livre. Et à la place, on va mettre des émotions ressources. Et c'est souvent ce qui manque, en fait, je trouve, dans les méthodes que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Alors, je crois que j'ai tout essayé. Hypnose, EFT, EMDR, j'ai tout essayé. Et là, du coup, l'outil dont je vous parle, c'est un mix de tout ça. Et avec surtout cette dernière touche où on met des ressources pour lisser à nouveau la couverture. Je vais vous donner une autre métaphore pour que vous compreniez bien. Quand un événement se produit, c'est comme si l'émotion, elle gonflait un ballon de baudruche et que dans ce ballon-là, ça fait une fumée noire à l'intérieur. Tant que la fumée, elle est noire, l'hippocampe, il ne peut pas faire son travail, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on fait avec le processus, c'est qu'on appuie sur le ballon pour faire sortir l'émotion désagréable. Et à la place, on va mettre des émotions ressources. Donc, on va regonfler le ballon avec une fumée blanche. Et quand la fumée est blanche, là, l'hippocampe, il peut faire son travail et ranger le souvenir à la bonne place. Ok, c'est ça qu'on fait avec les déblocages émotionnels. Oui, ça, je vous expliquerai. C'est dur pour moi de me restreindre et de ne pas tout vous expliquer, parce qu'il faut que je vous en laisse pour le reste de la semaine. Mais vous aurez bien compris que ça me passionne. Hein. Je pense que ça se voit un petit peu. Hein, voilà. Ça va jusque-là? Ouais? Cool. Ok. Alors, on va faire un petit test maintenant. On a parlé d'émotions jusqu'à maintenant. On en a cité quelques-unes. J'aimerais... Alors, vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez. Je vais juste, moi, attraper un stylo. J'écris ce que vous me dites. Bougez pas, hein, je trouve juste un stylo. Hop, alors, je vais vous demander de me nommer, d'après vous, alors dites-moi déjà, d'après vous, combien on a d'émotions de base? On parle d'émotions de base ou... Alors, je vois un 4. Ok, 4. 7. 7. 5. Ok. 6. Ok, quel est mieux? J'ai l'impression d'être au juste prix. Ok. Alors, and the winner is 7. Oui, c'est ça. Il y a 7 émotions de base. 7 émotions de base. Alors, on est souvent resté sur 4 et il me semble d'ailleurs que dans vice-versa, il y en a 4, peut-être 5. Je les écris, mais je ne veux pas vous les dire parce que sinon, c'est de la triche. Je crois qu'il y en a 5 dans le dessin animé, mais je ne suis pas sûre. Ok, donc c'est 7. Il y en a 7. Alors, on va les nommer du coup. Je vous laisse faire. Dites-moi, quelles sont les émotions de base pour vous? Alors, on a la joie, oui, la colère, la tristesse, la peur, le mépris, le dégoût, la surprise. 36, 7. Là, on a les 7 principales déjà. J'ai vu passer la honte.
qui est aussi une des émotions, alors qui n'est pas dans les émotions de base, puisque c'est un mix entre deux, mais je vous le réexpliquerai après. Alors, la souffrance. Alors, Kubler, je n'ai pas le prénom, du coup, je ne sais pas. La déception. Alors, c'est une émotion aussi qui est mixte, mais je note. La souffrance, vous pouvez préciser? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, on peut monter à 12. Là, on a les 7 principales et ensuite, on en a 5 de plus. La peine, c'est la tristesse, en fait. D'accord, ok. C'est la famille de la tristesse, ça va. La nostalgie, alors, c'est pareil, c'est une émotion mixte qui va être dans la famille de la tristesse, mais en fait, il y a des familles, et après, suivant le curseur et l'intensité, on va mettre d'autres noms, en fait, sur cette émotion. D'ailleurs, plus vous allez réussir à être précis dans l'expression de ce que vous ressentez, plus ce sera facile de la réguler. J'entends souvent des gamins qui disent « Oh là là, j'avais trop la rage parce que je n'ai pas pu faire ça. » Non, non, la rage, ce n'est pas ça en fait. Et ça ne se régule pas du tout de la même manière que la frustration. Parce que là, typiquement, c'est de la frustration en fait. OK? Et trop la rage, ce n'est pas pareil. Moi, quand j'ai la rage, il ne faut pas rester à côté. Je vous dis. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, je regarde encore la nostalgie, on l'a vu. La jalousie et l'envie. Oui. Alors ça, ce sont plutôt des sentiments que des émotions, j'ai envie de dire. Mais oui, je vais réfléchir à ça. Alors l'angoisse, c'est de la famille de la peur. Comme la terreur, d'ailleurs, c'est la même famille que la peur, mais on va mettre un curseur en fait plus élevé. Donc je dirais, ouais. On met l'angoisse en plus petit ou plus grand que la peur, d'après vous? En plus grand? Ouais, c'est marrant, et plus petit pour Audrey. Vous voyez, comme de l'un à l'autre, en fait, comme on ne le vit pas de la même manière. Je crois que des fois, on est habitué à être un peu angoissé. Et du coup, après, quand on a une vraie peur qui arrive, on la voit un peu plus soudaine et intense que l'angoisse qu'on vit un petit peu comme ça au quotidien, qui est un peu parsemée. Ok. Alors que on peut vivre l'angoisse comme quelque chose de très fort. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu des crises d'angoisse? Ouais. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Crise d'angoisse, ouais, là, c'est plus fort que de la peur pour moi. Là, dans mon cas, en tout cas, je n'arrivais plus à respirer, j'avais des larmes incontrôlables. Enfin, j'avais l'impression d'un poids ici qui était très fort. Et puis avec la petite phrase qui va bien, qui est « je vais mourir, ça ne va pas du tout. » Donc, ouais. Daniel qui dit « oui, ça m'a mené au burn-out. » Ouais, je comprends. Ouais, une impression de mort imminente, c'est vraiment ça. Moi, j'avais vraiment cette petite phrase qui tournait dans la tête. Ça m'est plus arrivé depuis des années. Donc, ça, je suis contente. Mais comme dit, c'est l'entraînement. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on prend soin de notre santé mentale au quotidien, et plus on est résistant et fort en fait face aux aléas de la vie. En fait, ça n'empêche pas qu'ils arrivent, mais par contre, on arrive mieux à les gérer, quoi, clairement. Ok. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir toutes les émotions. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai plus le chat. Oui, oui, on le voit. Ah, super, merci. Merci pour la réponse. Ok, top. Okay, heureusement que j'ai un grand écran, parce que, hop là. Ok.
Donc, vous voyez là, on retrouve sur ce terrain toutes les émotions de notre équipe. On a une équipe émotionnelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des émotions qui sont agréables dans le lot, d'autres qui sont moins agréables. Mais on a besoin, comme dans une équipe de foot, en fait, de tous les joueurs. Ils sont hyper importants parce que derrière chaque émotion, il y a un message qui vous est envoyé par votre cerveau. Une émotion, elle a toujours un déclencheur et un besoin derrière. Toujours. Et quand on le sait, pareil, on ne régule pas nos émotions de la même manière quand on sait ce qui se cache derrière. Puisque la question va être, OK, là, de quoi j'ai besoin, si c'est ça qui est monté, et hop, on sait quoi faire. Ça va ? Alors, vous voyez que sur certaines émotions, c'est écrit PFE. Vous voyez, hein, sur certaines, là. Donc, c'est les 7 dont je vous parlais, les 7 émotions de base. Cette émotion de base, pas cette émotion. Cette émotion de base. Donc, ça veut dire, le PFE, c'est Purely Facial Emotions. Ça veut dire qu'on peut reconnaître ces émotions-là uniquement en se servant du visage. On n'a pas besoin du reste du corps. Le visage suffit pour reconnaître cette émotion-là. Ça va ? Monica ? Oui, c'est bon. J'ai des micros qui sont ouverts. Voilà, c'est bon. Ça va ? Ok. Pas simple avec les micros. Donc, les PFE, on a... Alors, vous voyez qu'on a des couleurs différentes. Je vais commencer par les bleus. Donc, comme dans une équipe de foot, on est en formation 4-3-3. C'est le seul truc que je connais en foot. Ne me demandez pas autre chose, je n'y connais rien. Donc, formation en 4-3-3. Donc, on a 4 joueurs là qui sont en défense, d'accord ? Donc, ce sont des émotions qui vont plutôt vous mettre en retrait par rapport aux autres, d'accord ? Donc, on a la tristesse et la peur, où vous sentez bien le mouvement de recul. Et on a aussi la culpabilité et la honte, d'accord ? Je vous montre juste pour la tristesse, je vous montre juste la mimique. J'essaie de mettre devant l'écran. Donc, on a le sourcil ici qui remonte. Alors, c'est une émotion que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que c'est une émotion que je repoussais. Je ne voulais surtout pas être triste parce que pour moi, c'était une émotion négative, n'est-ce pas ? On a tous ces ancrages-là qui nous freinent un petit peu. Donc, on a les sourcils qui vont remonter ici comme ça. Et puis, la bouche qui va descendre. Et là, on peut voir la tristesse. Ok, vous voyez, ça remonte ici. Ok. Tu fais bien, Dimitri. Tu fais bien la tristesse. Mais je te préfère comme ça avec la joie. Ok. Donc, la peur. Alors, la peur, souvent, on a les sourcils qui font une vague, en fait. Et on voit beaucoup plus le blanc de l'œil, en fait. Ça, c'est un signe clair de peur. D'accord ? Puisque quand on a peur, on perd nos repères et on va chercher d'autres informations, en fait, pour nous calmer. Donc, on voit plus le blanc de l'œil puisqu'on va écarquiller les yeux. Voilà, bon, bref, je fais des petites parenthèses, mais je trouve ça toujours passionnant. Ensuite, on a les émotions en vert au milieu qui sont des émotions dites de collaboration. Donc, on a l'intérêt, l'amour et la joie. Audrey qui dit Yelena ne peut pas faire la tristesse car Yelena égale joie. C'est gentil. Il y a un peu de ça. Mais sauf qu'on en a besoin, en fait. Si j'arrive pas à ressentir ma tristesse, ça ne va pas du coup. Ok. Ensuite, on a les émotions qui sont en rouge. Donc là, qui sont des émotions qui sont offensives, en fait. Donc, la colère monte quand on a un obstacle face à ce qu'on veut obtenir. Donc, on a fixé un objectif et on a un obstacle à notre objectif. Donc là, la colère monte. Elle peut monter aussi quand nos valeurs ne sont pas respectées. Donc là, le but, c'est de casser l'obstacle, en fait. Ok, la colère, elle monte pour ça. Le dégoût va nous permettre de repousser, comme ça. Donc, c'est un mouvement comme ça, de repousser, en fait, pour nous remettre en sécurité. Et le mépris, pareil, on repousse, mais comme ça. On va dégager, on en parlera demain parce qu'on parlera de confiance en soi. Et le mépris joue un rôle, en fait, dans la confiance en soi.
Donc, où le mépris, on a ce mouvement-là, en fait, où on rabaisse l'autre. D'accord ? Donc, il y a toujours un mouvement où on pousse, mais la colère, on casse carrément. Le dégoût, on repousse comme ça. Et le mépris, on repousse comme ça. Ça va jusqu'ici ? Alors, vous voyez qu'il y a encore 2 émotions qui sont à part. Donc, on a la surprise qui est au goal. La surprise, elle est un peu de côté parce que c'est une émotion un peu particulière. Elle n'est jamais seule. Elle n'aime pas. Donc, elle est toujours en binôme avec une autre. Donc, on est toujours surpris d'abord et après, on a une autre émotion qui monte derrière. D'accord ? Alors, je tiens à préciser aussi, c'est marrant parce que je l'ai eu en séance individuelle il y a quelques mois. Une personne qui a vécu une situation personnelle assez forte, elle s'est fait ghoster en fait par... alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais elle était en relation avec quelqu'un et la personne lui a coupé en fait le lien du jour au lendemain. Donc, couper le téléphone, les réseaux sociaux, plus moyen de la joindre, alors que la veille, c'était bonne nuit chérie, à demain. Et du jour au lendemain, elle a disparu en fait. Donc la ghosted. Et ce qui s'est passé, c'est que l'émotion qui s'est bloquée à ce moment-là, c'est la surprise. Parce qu'elle a été sidérée en fait. Et la problématique, c'est que vu que l'émotion-là était bloquée et que la surprise n'arrive jamais seule, et ben, toutes les autres étaient bloquées aussi. Donc, elle ne pleurait pas, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de colère, il n'y avait rien qui se passait, elle était juste sidérée. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, on a réussi à débloquer avec des images, on a fait des métaphores à nouveau et ça s'est très bien passé. On a réussi à débloquer, elle a pu enfin faire sortir les autres émotions qui allaient avec. Mais ça peut arriver que celle-ci soit bloquée aussi avec la sidération. Donc, la surprise. Oui, Monica, ghoster, ignorer quelqu'un, ouais, c'est vraiment horrible. Hein. Je crois que c'est le pire des trucs à faire et malheureusement, ça existe beaucoup aujourd'hui avec les sites de rencontres, les choses comme ça. En fait, c'est hyper commun, mais c'est d'une violence sans nom, quoi. Donc voilà. Et puis la petite dernière, c'est la fierté. La fierté, elle est sur le côté, simplement parce que elle a une double... c'est comme une médaille, en fait, il y a le revers de la médaille. On a besoin de la fierté authentique pour être fier de soi et travailler notre confiance en nous. J'en parlerai demain. Mais il y a aussi la fierté présomptueuse. Si je vous dis Trump, je pense que vous comprenez tout de suite. Hein, il n'y a pas besoin d'autres exemples, je crois. En général, les gens me disent « Ah oui, d'accord, je vois ». Mais voilà, où c'est lui le meilleur, les autres sont tous nuls. Mais là, du coup, c'est... Alors, il tombe dans le mépris, en fait, après. Voilà, c'est de la vanité, exactement. Donc, c'est la fierté dysfonctionnelle, en fait, à ce moment-là. Et c'est de la fierté présomptueuse. Donc là, elle n'a pas d'intérêt, en fait, pour la santé mentale. Mais par contre, la fierté authentique, on en a réellement besoin. Et c'est une émotion sur laquelle je travaille beaucoup en séance individuelle, puisque on est plutôt élevé dans une société où on nous dit qu'il ne faut pas trop montrer qu'on sait. On ne cultive pas en fait cette fierté de l'accomplissement, du résultat qu'on a pu obtenir. Alors, sur des petites choses, hein, il n'y a pas besoin de sauver le monde tous les jours, hein, mais voilà, ce n'est pas cultivé du tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a autant de personnes qui ont si peu confiance en elles. Donc voilà. Donc, je répète ce que je vous ai dit au début. Ça, c'est une équipe émotionnelle. Vous avez besoin de tous les joueurs, absolument. Si dans le lot, vous vous rendez compte qu'il y a une des émotions que vous ressentez très peu ou jamais. Alors après, dans les désagréables comme la honte et la culpabilité, si vous ne les avez pas très souvent, ce n'est pas grave. Hein. Tant mieux. Mais c'est important que vous sachiez les reconnaître et jouer avec. Hein. Je reviens tout à l'heure, j'avais commencé à dire que c'était important de... Gaëlle, j'ai vu ta question, je te réponds juste après. Que c'était important d'avoir un vocabulaire développé. On parle de granularité émotionnelle, c'est-à-dire de la finesse en fait qu'on est capable de mettre
dans le fait de nommer la bonne émotion. C'est hyper important. Et il y a un autre truc qui me revient aussi, parce que j'ai eu le cas il y a encore quelques jours. Souvent, on dit quand on est déçu de quelque chose, on attendait, je ne sais pas moi, un événement ou quelque chose, et puis je crois que là, c'était un spectacle qui avait été décalé à nouveau, enfin bon, bref, avec les mesures sanitaires, etc. Et en fait, la personne me dit « Oh non, mais je suis dégoûtée ». Mais ce n'est pas du dégoût. La personne est déçue. C'est le chant de la tristesse. Ce n'est pas du dégoût. Et à nouveau, si on ne nomme pas la bonne émotion, ben, on ne peut pas la réguler correctement, ce n'est pas possible. Ok. Donc, attention au vocabulaire que vous utilisez pour nommer ce que vous ressentez, c'est hyper important. Alors, Gaëlle, comment doit-on interpréter quelqu'un au travail qui vous dit « tu en fais de trop » ? Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Je peux couper le petit schéma ? Ok, j'arrête le partage. Tu en fais de trop. C'est marrant parce que ça fait écho. J'ai déjà eu le cas, en fait, sur le plan comportemental, a priori. C'est-à-dire que tu exprimerais trop, en fait, ce que tu ressens? C'est dans le sens-là? Ou tu en fais trop, tu fais trop de travail par rapport aux autres? C'est quoi? Ok, tu exprimes trop ce que tu ressens. Alors après, ça peut être inconfortable, trop extraverti peut-être. Ok. Alors, bon, c'est toujours bien d'entendre ce que les gens peuvent nous dire, en fait, hein, d'avoir un effet de miroir comme ça. Alors, c'est pas toujours confortable, on apprécie pas toujours, mais c'est intéressant quand même de se confronter à ce que pensent les autres de temps en temps. J'exprime trop ma personnalité, d'après ce que j'ai compris. Bon, déjà, moi, ce que je dirais, c'est d'éclaircir et de savoir qu'est-ce qui est trop quand c'est comme ça, de demander des précisions, en fait, dans l'échange, hein, sans, je ne dis pas d'aller au conflit, hein, pas du tout, il n'y a pas besoin, mais simplement dire, écoute, moi, je veux bien travailler sur moi, mais est-ce que tu peux me dire exactement dans quelle situation tu as l'impression que c'est trop ou dans quelle situation ça te dérange? Redemander des exemples et rester sur les faits quand c'est comme ça le plus possible pour éviter le conflit. Bon, je crois qu'on a une personne qui est spécialisée dans la médiation dans l'audience et j'espère qu'elle validera ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas, Kinette? Donc, on reste sur les faits. Mais en tout cas, je pense que la première chose que tu peux faire, Gaëlle, c'est demander des précisions. Et après, ce qui me vient là comme ça, c'est que c'est pas toujours facile pour les gens d'avoir en face d'eux des personnes qui s'expriment sur leurs ressentis, parce que mine de rien, c'est pas si commun que ça. On a quand même cette culture de ne pas montrer, de ne pas dire, de faire comme si, etc. C'est pas commun et ça peut être hyper inconfortable pour les autres. Donc, alors peut-être y aller à plus petite dose au fur et à mesure, en fait, pour que les gens s'habituent et s'ouvrent à leur tour. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un d'hyper introverti qui ne montre rien, qui ne dit jamais rien, etc., et que toi, tu arrives et que tu arrives à exprimer pleinement, en fait, qui tu es et ce que tu ressens, ça peut être violent, en fait, pour l'autre. Et c'est là qu'on arrive à l'empathie, justement, à essayer de voir, quand moi, j'ai cette réaction-là, qu'est-ce qui se passe chez l'autre, en fait. Et puis, questionner un petit peu et essayer d'ajuster. Alors, je ne dis pas qu'il faut se changer, parce que, voilà, on est profondément, enfin, ce qu'on dégage, quoi, je crois. Hein. En tout cas, quand c'est fonctionnel. Exprimer ses émotions et ressentis font parfois peur aux gens, je trouve. Oui, parce que c'est pas commun. C'est pas commun. On est quand même encore nous, des générations où on nous a dit de pas trop montrer, quoi. Moi qui exprimais plutôt facilement, enfin, je ris fort, quand je pleure, ça se voit, enfin, je ne sais pas cacher que je pleure. J'étais la pleureuse, en fait, dans la famille, quoi.
Mais alors que je ne suis pas quelqu'un de triste, ni alors, je suis sûrement hypersensible, ça oui, mais j'en ai vraiment fait une force, quoi. C'est pas un souci pour moi. Mais ouais, ça peut être déstabilisant pour des gens qui sont plutôt dans le contrôle. Donc, je pense que c'est simplement jauger et puis faire attention à l'autre sans s'effacer pour autant et effacer qui on est. Tout est une question de balance et de curseur. Essayer de trouver l'équilibre.